Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Bonjour à tous, je suis de nouveau avec mon ami Benjamin, collectionneur de montres lui aussi. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on avait décidé de parler d'un sujet hyper polémique en ce moment, tous les journaux en parlent. C'est la montre de poche au XXIe siècle. Qui la porte? Quels sont leurs réseaux? Pourquoi font-ils ça? Voilà, qu'est-ce qui se passe avec ça? Alors c'est une très bonne question et pour être honnête, moi sur la question, j'ai un avis assez tranché. J'adore l'horlogerie, j'adore les anachronismes, des choses qui sont complètement ringards et qu'on ramène au XXIe siècle. Par contre, il y a un truc que j'ai jamais pigé, c'est un délire qui est complètement hors de portée pour moi, c'est les montres de poche. Ça m'a jamais fait rêver et j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre les types qui deviennent complètement fous des montres de poche. Bon, déjà, il y en a pas beaucoup, je pense. Non, il y en a pas beaucoup, pour être honnête. Il y en a pas beaucoup. Mais c'est quoi qui te choque, entre guillemets? C'est en termes de style, c'est en termes de praticité et d'interaction qu'on a avec la montre. Ce qui est génial sur une montre bracelet, elle porte son nom déjà du point de vue sémantique, c'est un bracelet, on l'a vraiment sur soi, accroché au corps, et elle fait limite partie intégrante de sa personne. Et c'est compliqué d'avoir une montre de poche. On reprend la base sémantique, elle est dans ta poche. C'est comme la même interaction entre une montre de poche, c'est la même interaction qu'on pourrait avoir avec un porte-carte. Ouais. Voilà. Alors, je peux comprendre cette frustration. Alors, je suis pas un énorme fanatique des montres de poche. Par contre, je pense que tout vrai collectionneur horloger se doit d'avoir une jolie montre de poche. Tu vois, il y a des extrémistes horlogers qui vont te dire avec un smoking, c'est jamais faut porter de montre poignée, enfin de montre bracelet. Et dans ce cas-là, bah voilà, ça peut être sympa justement d'avoir une montre de poche et puis là t'as vraiment ce look un peu désuet et tout et tu vas à fond dans le délire. Ça peut être une utilisation. Beaucoup de mal quand même. À moins que tu sois fringué comme Sherlock Holmes ou que tu sois un lord anglais. On évite quand même sur un faux pas stylistique. Hein, bon. Tu peux tomber à côté effectivement, mais voilà, ça peut donner un cas d'utilisation où tu vas la porter. Et au-delà de ça, je trouve que c'est un objet qui présente pas mal d'avantages. Déjà au niveau de la taille, c'est-à-dire que tu vas avoir quelque chose qui si tu vas chercher des complications dessus, ça va être tout de suite plus lisible. Tu vas avoir un cadran qui va être plus joli, plus joli, qui sera d'autant plus majestueux. Si t'as un joli guillochage dessus, ça va ressortir d'autant plus. T'avais une époque, tout ce qui était, à l'époque, t'avais énormément de cadrans émaillés. Bon là, l'émail va ressortir d'autant plus. Donc tout à fait. Après, j'aurais vraiment du mal à considérer une montre de poche. Après, il y a quelques figures qui font exception. Par exemple, dans le cas où on hérite d'une montre de poche qui appartenait à son arrière-grand-père. Exactement. Ça, je trouve que c'est très sympa et c'est représentatif véritablement d'une époque. Parce que la montre bracelet, en fait, elle s'est imposée de manière très tardive par rapport à la montre de poche. Donc là, ça fait sens. Tu l'as dit, les possibilités en fait d'affichage ou de métier d'art, elles sont très intéressantes. Et je pense à une montre de poche qui est pas véritablement une montre de poche par définition, mais qui est 57-260 chez Vacheron Constantin. Exactement. Où ce qui est intéressant, c'est que même si c'est la montre de poche qui fait la taille d'un Big Mac, on parle de la montre la plus compliquée au monde. Ouais, tu peux juste dire un mot parce que la ref, tout le monde la connaît pas forcément. Ouais, pardon. Alors 57-260, c'est une montre de poche. Même si techniquement ça va être très compliqué de la faire tenir dans sa poche. Ouais, elle est assez imposante. Elle est assez imposante, qui est la montre la plus compliquée au monde. Et en fait, son nom est la contraction du nombre de complications qu'elle possède, 57. Et elle a été faite à l'occasion du 260e anniversaire de Vacheron Constantin. D'où la référence, ouais. D'où le nom de la référence. Et elle est hyper sympa. C'est pas la montre la plus lisible, pour être honnête. Bah là, t'es dans la démesure, entre guillemets, la surenchère. Exactement, c'est la démesure. J'ai envie de dire, une montre avec 57 complications, comment elle peut être lisible? Mais il y a une multitude, l'heure du lever, du coucher du soleil, les équations du temps, il y a une carte céleste, il me semble.
Et surtout, il y a un calendrier hébraïque. Exactement. Je crois que ça mérite d'être noté. C'est assez unique dans l'horlogerie. Donc voilà, c'est vrai que la montre de poche, pour les prouesses techniques, c'est un support intéressant. Et puis alors justement, en parlant de complications, ce qui est intéressant, c'est que bon, évidemment, la montre de poche, elle est moins à la mode, etc. C'est moins prisé pour principalement les raisons que tu évoquais. Mais alors, ça permet à l'amateur d'aller chercher des montres de poche de jolies maisons avec des complications pour des prix beaucoup moins élevés que si c'était une montre bracelet. Tu peux avoir des répétitions minutes. Ça va dépendre des références de l'état, etc. Je pourrais pas donner une fourchette, mais vraiment un prix qui rend la chose beaucoup plus abordable. Non, c'est vrai, c'est le bon côté de la montre de poche. Et en plus, si on est un collectionneur dans une optique un peu antiquaire, il y a des choses véritablement vintage qui sont très intéressantes et pour des sommes qui sont pas non plus énormes. Et une montre de poche que je pourrais considérer, si je veux aller sur du vintage, c'est une montre de poche avec un tourbillon. Parce que le tourbillon est la complication qui a été développée pour la montre de poche, parce qu'elle était portée toujours dans la même position. Sur un seul axe, ouais. Sur un seul axe. Ouais. Et là, il y a un peu un côté... je reviens au début, exactement. À l'origine des choses. Donc c'est la seule chose que je pourrais considérer. Après, je reste quand même sévère sur les montres de poche, parce que d'ailleurs, les montres de poche qui aujourd'hui sont faites de manière moderne, je veux dire, qui sortent en 2019, qui sont des compositions véritablement contemporaines. Je pense à Panerai qui a fait une montre de poche aussi, même je sais que Patek, Vacheron Constantin ils en font, même chez Audemars Piguet, il y a une montre de poche où ils veulent leur donner un aspect futuriste. Je pense, alors j'ai pas les chiffres et je peux pas le savoir à 100%, que c'est des bides commerciaux, que ça trouve vraiment pas preneur, quoi. Je sais pas, parce que c'est des montres qui sont produites en toute petite quantité. Je pense que si elles sont sorties, c'est que tu dois avoir les X personnes qui vont les acheter. Et puis alors c'était Jaeger qui avait sorti je sais pas il y a 4-5 ans, c'était une Ibris Artistica, il me semble. Donc c'est la collection où ils font des montres notamment avec beaucoup de métiers d'art, etc. C'était une montre de poche qui était vraiment magnifique et je l'avais eu entre les mains. T'avais un tourbillon, t'avais de l'émail, enfin c'était un peu squeletté, etc. Faudrait que je la mettrai en photo là dans les notes, mais c'était vraiment une magnifique pièce contemporaine et oui, alors c'était certainement une somme complètement folle dans les 6 chiffres, mais c'était vraiment une très belle pièce et une belle interprétation, je dirais moderne de ce type de pièce là. Et puis alors bon, si on passe sur les montres un petit peu plus anciennes, en termes de design, il y a des choses qui sont sympas. Je te parlais du cadran, etc., de l'espace que t'avais, mais t'as aussi donc je sais plus si on dit là ou le belluaire, cette espèce de protège-couronne là. Je veux dire, tout à fait. Ouais. Et t'as des formes qui sont super rigolotes. C'est de la même manière qu'on va s'extasier devant des jolies cornes sur une belle pièce. Et on parlait, je crois, ensemble des cornes de vache, etc. sur le chrono. Voilà, qui vont tout de suite donner de l'âme et puis une identité stylistique au modèle. Bah là, avec cette partie-là aussi, ça va ressortir. Et puis au dos, tu as souvent la possibilité de faire des gravures où t'as des motifs un peu art déco, etc. Enfin, c'est un territoire d'expression aussi qui est plus large, donc je trouve ça super sympa, quoi. Pas faux. Après, j'ai du mal. Il y a une solution un peu hybride qui est assez sympathique. C'est des montres de poche qui sont transformées en montres bracelet. Ah, je trouve ça naze, ça. Ouais. Ah, c'est vrai? Ouais, vraiment. Parce que déjà, tu le vois tout de suite. T'as tout de suite des diamètres qui sont très gros. Quand même, enfin, le montre de poche, de fait, c'est quand même plus grand que... Ouais. Bon, t'as toutes les tailles, mais je veux dire, la montre de poche savonnette, comme ça, la montre Gousset, c'est quand même un petit peu des diamètres plus grands. Moi, avec mon petit poignet, non. Et puis, je trouve justement, ça va pas ensemble. Autant le tourbillon et la montre de poche, pour ce que tu disais, ça va ensemble. Ouais. Autant une montre de poche dans un bracelet, bah, tes bracelets ou tes poches, tu vois. Tout à fait, mais moi j'ai envie de la rapporter au bracelet pour créer le côté pratique et véritablement vivre et transpirer avec sa montre. Je te trouve un peu sévère parce que c'est une proposition esthétique qui est assez intéressante. Alors il y a une maison horlogère qui fait un peu ricaner un peu les puristes, mais moi que j'aime beaucoup, c'est Bell & Ross. Il y a quelques années, ils avaient fait cette proposition qui était censée être les premières montres des aviateurs.
aux alentours de la Première Guerre mondiale, en fait, il y avait des aviateurs, ils ont pris des montres de poche et ils ont soudé des cordes dessus, ils ont mis des lanières de cuir pour l'avoir au poignet, justement quand ils pilotaient leur avion. Et ils ont fait une collection, ils ont proposé ça il y a quelques années qui est dans cet esprit-là, et je trouvais que c'était assez sympa, parce que alors ça reste portable quand même, mine de rien, parce que les diamètres, ils étaient pas à l'époque déjà ils étaient assez petits. En fait, sur des montres de poche, ça se rapproche de montres d'une Panerai d'aujourd'hui, de 44 ou 45 mm. Donc ça peut tout à fait passer. Et c'est ce contraste où on a une fine lanière de cuir qui fait toute petite par rapport à la boîte. Si c'est bien exécuté, si de manière esthétique, ça peut être très sympa. Je crois que j'ai pas ce modèle-là en tête, mais j'en avais vu d'autres là sur d'autres marques. Je sais même plus les citer, mais ouais, je sais pas, je trouvais que ça allait pas ensemble. C'est du faux rétro, c'était. Je peux te comprendre. C'est vrai que c'est le côté du rétro contemporain. C'est un peu ses limites au bout d'un moment. Ouais. D'essayer de faire du neuf avec du vieux. Est-ce que c'est du neuf? Est-ce que c'est du vieux? Je peux comprendre qu'on soit sceptique. De manière globale, je reviens dessus. Moi, j'ai vraiment du mal avec la montre de poche. C'est pas mon délire. Je préfère aller dans un extrême ou l'autre. Soit je suis la montre bracelet qui est sport et qui est justement à porter en toute occasion, ou alors j'irai sur des pendules. Est-ce que je repense à une montre de poche. Est-ce que tu avais vu l'exposition diptyque de Vacheron Constantin? Oui. Est-ce que tu te rappelles de la montre de poche qui était, enfin il y en avait deux d'ailleurs qui étaient exposées. La 24 heures là. Alors t'avais la World Time exactement, Louis Cotier. C'est pas une 24 heures, la World Time. Exactement. Donc ça, elle est, pour moi, c'est une des plus belles montres très beau cadran. qui soit. Enfin, tu sais comment j'aime cette complication là, et surtout cet horloger, cet affichage, tout ça. Donc sur le monde de poche, c'était magnifique. Et puis t'en avais un autre, c'était surtout à ce modèle-là que je pensais, qui était fait tout en aluminium. Ouais. Donc très léger, le cadran aussi, donc ça fait des reflets un petit peu différents, et puis des index breguet très joli, tout ça. De mémoire, je crois que le poids total c'était 23 grammes, et voilà, cette montre vraiment elle était très chouette. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, tout le monde, enfin selon moi, un collectionneur horloger se doit d'avoir une montre de poche, idéalement si c'était celle d'un aïeul, mais voilà, si ça doit être une montre, bah ça pourrait très bien être celle-ci, tu vois. Ok, je t'entends, mais même je reste pas prêt à casser ma tirelire pour une montre de poche. Mais j'entends aussi. Et alors je reviens sur ce que tu disais avant là sur les pendules. Alors pour moi ça c'est vraiment tout un autre sujet. En revanche il y aurait l'entre-deux entre la montre de poche et la pendule, ce serait la pendulette. Ouais. Et tu sais t'as des petites pendulettes de voyage. Alors ça, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est très sympa la pendulette de voyage, mais encore une fois la pendulette elle peut être remplacée par une montre bracelet. Aujourd'hui, ouais. Exactement. Ouais. T'as cette pendulette Memovox. Ouais. Bah, pourquoi avoir la pendulette quand tu peux avoir la Memovox au poignet, en fait? Oui, tu as raison. Ce que j'aime bien avec cette pendulette là, bon, elle a déjà une réserve de manche qui est plus grande. Bien sûr. Donc c'est quand même plus pratique. Et puis c'est le genre de choses que tu peux poser un petit peu sur un bureau et ça te fait une petite pendulette sur laquelle tu vas avoir l'heure, la date comme ça à vue d'œil, donc c'est sympa aussi. Maintenant c'est plus parce que voilà, j'ai eu l'opportunité de l'avoir pas très cher aux enchères, et puis que j'aimais bien la Memovox et que c'était l'occasion de le faire, mais ce serait pas une montre que j'irais jusqu'à recommander et dire que tout le monde doit en avoir une, mais oui, tu as raison. Ouais. Je comprends, elle reste très sympa objectivement parlant, mais voilà, moi c'est soit une montre pendule, pardon, je vais y arriver. C'est soit une montre, soit une pendule. Dans une montre bracelet ou une pendule, dans le sens où soit on est là pour équiper mon poignet, ou soit on est là pour décorer mon intérieur. Ouais. Et la montre de poche, elle a ce positionnement bâtard où elle est au milieu, en fait. Ouais. C'est assez compliqué. Et j'en profite pour faire une petite déclaration d'amour pour les pendules. C'est quelque chose qui est complètement mis de côté. Qui est assez anachronique aussi pour le coup. Ouais. Mais on est entouré
de pendules, d'horloges, de chinoiseries sans intérêt, ouais. Sans intérêt, qui même pas belle, quoi. Même pas belle, ouais. Qui valent 5 balles, qui sont à quartz. Alors que les pendules, c'est incroyable. Et on pense à l'Atmos. Ouais, tu sais que j'aime beaucoup ça aussi. Ouais. Je sais, et voilà. Et je reprends un peu ton argument. Tu dis tout collectionneur se doit d'avoir une montre de poche. Je suis pas d'accord, mais par contre, je dirais tout collectionneur se doit d'avoir une Atmos. Là, je te rejoins clairement là-dessus. Ouais. Voilà. Et puis ce qui est sympa avec l'Atmos, bon, pour rappel, le fonctionnement, ça va être une pendule qui va avoir un gaz qui va être emprisonné dans une capsule, et ce gaz, il va être il y a différentes variations de type de gaz au cours des années. Mais voilà, ce gaz va être très sensible à la température, et il va donc pression atmosphérique aussi. Exact. Enfin, ouais, plutôt ça. Et en fonction de ces variations-là, le gaz va se contracter ou se dilater, et ça va entraîner le mécanisme et donc la pendule. Et puis ce qui est génial, c'est qu'on se rapproche véritablement du mouvement perpétuel. Oui, exactement. La tagline de Atmos, c'est la pendule perpétuelle. Exactement. Et puis ce qui est aussi sympa avec ce fonctionnement-là, c'est qu'il a pu être décliné dans un nombre quasiment illimité de cabinets. Exactement. Et t'avais Marc Musson qui avait fait une collaboration, peut-être même plusieurs d'ailleurs, à l'époque. Enfin, il mettait ça dans de la marqueterie aussi, avec Klimt. Enfin, t'avais plein de choses. En termes de design, il y a une multitude d'options, il y a une multitude de réalisations. Donc moi, vraiment ma recommandation, enfin je sais pas si c'est une recommandation, mais si vous avez plutôt la chance d'hériter d'une pendule Atmos que d'une montre de poche de votre arrière-grand-père, tant mieux pour vous. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, toi t'en as retrouvé une dans le grenier il y a pas longtemps, non? J'en ai retrouvé une dans le grenier et parce qu'on en a même pas parlé en fait, tu m'as juste envoyé les photos, mais on en a jamais eu l'occasion de parler. Exactement, j'en profite. J'étais super excité, alors c'est ma mère qui la récupère parce que ça appartenait à feu mon grand-père. Et c'était une pendule, on pense qu'il l'a eu comme cadeau de sa première communion. D'accord. Donc déjà le storytelling, il est... Elle est de quelle année la pendule? Elle est des années 30. Okay. Donc c'est les premières Atmos. Je pense que c'est la première génération. Okay. Je veux pas... je sais plus si c'était 1927 ou 29, les toutes premières... Je crois que les toutes premières c'est 1929 et on parle des prototypes où c'était pas même encore manufacturé, je crois, par Jaeger-LeCoultre. Il y a une toute première série. Oui. Ou alors c'est peut-être les toutes premières séries manufacturées par Jaeger-LeCoultre, pardon, mais où la marque pour le moment c'est Atmos. Ouais. Atmos, et derrière il y a marqué horloge, je veux pas dire bêtise, c'est Rother. Exactement. Jean-Léon Rother. Ouais. Exactement. Et c'est très sympa parce que alors ma mère a récupéré ça. Mais elle fonctionne pas, on est d'accord. Non, elle fonctionne pas malheureusement, mais donc on va la faire réviser, réparer, je pense sans autre. Et ma mère a récupéré ça et surtout qu'elle l'a pris de manière sentimentale. Elle s'est dit elle s'est dit c'est une horloge qui vaut 3 fois rien. Et j'ai regardé et moi je voyais la forme déjà, elle était emballée en fait dans un cellophane donc je voyais pas véritablement le cadran. Ouais. Et la forme tout de suite m'a tapé dans l'œil. Ouais. Et j'enlève le cellophane et je me dis je croise les doigts pour que ce soit une Atmos. Et là je vois j'ai le cœur qui commence un peu à accélérer et je vois Atmos, j'avais le sentiment d'avoir trouvé le Graal. Ouais. Il y a marqué Atmos et du coup c'est, je peux pas dire de bêtises, je crois que c'est horloge perpétuelle mais marqué ou c'est peut-être pendule perpétuelle. C'est possible, ouais. Mais voilà, dès qu'il y a le mot perpétuel, et perpétuel c'est le Graal pour toutes les montres mécaniques. Pour tous les mouvements mécaniques, j'ai envie de dire. Pour tous les mouvements mécaniques, ouais. Pour d'avoir ce fameux mouvement perpétuel et une montre fin des années 20, années 30 qui a réussi la prouesse. Bon, les rabat-joie très scientifiques diront que c'est pas véritablement un mouvement perpétuel, mais je pense qu'on peut dire qu'on s'en rapproche. Ouais, non, bien sûr. Et la promesse qui en est faite, elle est exceptionnelle et je suis très content parce que j'ai enfin, par procuration, même si elle a ma mère et à la famille, par extension, je suis propriétaire d'une Atmos et qui sont dans les premières générations. Ouais. Donc j'ai le sentiment d'avoir franchi un pas supplémentaire très important dans ma collection. Ouais. Bon c'est parfait. Là on a commencé avec les montres de poche et puis on a fini avec les pendules et une histoire de famille. Donc je vois pas comment on peut aller au-delà. Donc je te propose de s'arrêter là pour cet épisode. Ça me va, c'était la plus belle des conclusions. Je te dis à la prochaine. Salut. Merci d'avoir suivi ce podcast.
Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.